Hello tout le monde, c'est Yomi. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un interview. Je suis avec Stan de Marketing Mania. Alors merci d'être avec moi aujourd'hui, ça fait super plaisir. Merci Yomi de m'inviter, j'ai appris que c'était ta première interview d'un non-client sur la chaîne, donc ça fait plaisir d'inaugurer le format. Exactement, et du coup c'est pas pour rien en fait que je fais peu d'interviews, parce que moi il y a peu de personnes que j'ai vraiment envie de mettre en avant, et toi tu fais partie d'une de ces personnes qui, depuis que j'ai commencé mon parcours dans l'entrepreneuriat, j'ai adoré voir tes vidéos, et à chaque fois je me disais ah ouais, je voyais des concepts, des manières de penser que j'avais pas auparavant, et donc du coup c'est avec plaisir que je fais cette interview aujourd'hui avec toi, et puis j'espère qu'on pourra en apprendre un peu plus sur ce que tu fais. Donc je te présente rapidement pour les gens qui connaîtraient pas encore ça. Donc il a une chaîne qui s'appelle Marketing Mania sur YouTube, et il fait des analyses marketing de différents sujets. Ça peut être business, ça peut aussi être moins business, et vraiment ce qui est intéressant avec toi, c'est la manière dont tu analyses, et en fait tu arrives à voir en fait pourquoi est-ce que quelque chose marche ou ne marche pas au niveau du marketing. Et en fait ce qui m'intéressait par rapport à toi, c'était de savoir au niveau de ton parcours dans l'entrepreneuriat, quand est-ce que tu as su que tu avais cette graine d'entrepreneur, que tu as su que tu avais envie d'avoir ton propre business, est-ce que tu as eu une réalisation dans ta jeunesse, ou est-ce que c'est venu plus tard qui t'a fait penser voilà, j'ai envie d'avoir mon propre business? Ouais. Moi j'ai fait un parcours assez classique en fait d'école de commerce. Ok. Sauf que je suis pas allé au bout de mon parcours. C'est-à-dire que j'ai commencé des études d'école de commerce dans une bonne école, et mes parents étaient trop fiers, c'est moi Stan il est rentré dans la bonne école et tout, et j'arrive là, et en fait tu rentres, moi j'ai fait prépa, tu rentres, t'as pas vraiment une idée très précise de ce que tu vas faire en fait. C'est juste c'est une bonne école, on m'a dit fais une bonne école, t'auras mon boulot, j'ai fait ok vas-y j'ai signé. Je suis arrivé dans l'école, je me dis qu'est-ce que je vais faire maintenant, qu'est-ce qui m'arrive après, et je regarde un peu les débouchés, et les débouchés c'est, en gros tu vas bien gagner ta vie, mais tu vas avoir un costard, tu vas être à la défense, tu vas faire de l'audit, de la banque, du conseiller management, grosso modo c'est un peu des débouchés. Je me dis, je sais pas si j'ai envie de faire ça, mais j'ai rien d'autre à faire, tu vois, j'ai pas une autre porte évidente qui était là. Et donc quand j'étais en première année d'école de commerce, j'avais différents intérêts dans le dev perso, mais aussi dans la séduction. Et il y avait un mec que je suis beaucoup, qui est un blogueur et qui s'appelle Mark Manson, et ce gars-là, c'était un blogueur dont il avait un blog de séduction, c'était un américain, et il s'était expatrié en Colombie grâce à son blog, grâce à ses revenus du web, et il recrutait 2 personnes, 2 jobs pour aller bosser pour lui. Je me dis, putain, excellent, je vais aller vivre en Colombie, je vais faire des blogs de séduction, c'est génial, je postule directement. Donc je postule directement à son truc, et je suis genre trop motivé, tu sais, les gars qui sont super motivés, qui te font genre une vidéo, où ils sont là, et ils te font, tu sais, tu leur as demandé de t'envoyer un email, ils t'ont envoyé une vidéo, les gars. Voilà. Moi j'étais ce mec, en anglais, en plus à l'époque mon anglais était bien, mais il était pas ouf, tu vois, avec un gros accent français et tout. Pas pris du tout, pas pris à son truc. Mais je me suis dit, pour la première fois dans ma vie, il y a des mecs qui font ça. Il y a des mecs qui font ça, qui ont leur vue sur le web, qui vont habiter en Colombie parce que ça les fait marrer d'habiter en Colombie, et qui vivent comme ça. Et là je me suis dit, ça c'est génial. Premier truc que j'ai voulu faire, c'est aller bosser pour quelqu'un qui le faisait, parce que à l'époque, moi je me voyais pas comme étant un entrepreneur. En fait, quand t'as grandi, je sais pas quand toi c'était dans ton entourage, mais pour moi un entrepreneur, c'était un gars qui était là, qui serrait des mains, qui tapait des d'autres, et qui est là, ah, vas-y j'ai des projets, j'ai des trucs. Moi j'étais pas comme ça, moi j'étais un gamin introverti sur mon PC, je faisais mes trucs. Je me voyais pas du tout dans ce délire d'entrepreneur, et je n'avais jamais imaginé que je pouvais monter mes projets, tu vois, juste comme ça sur internet en faisant des trucs, en faisant, tu vois, mes forces, parce que mes forces c'était pas forcément de faire du networking de ouf. Et du coup j'ai vu ça et je me suis dit tiens c'est un élément qui est intéressant, il y a probablement un truc à faire. Et à partir de là je me suis intéressé au domaine du marketing. Donc ma toute première idée de business c'était de contacter ce mec et de faire ok je vais traduire ton business en français. En gros il avait un e-book qu'il vendait qui était super, et en gros je vais le traduire en français. Il me répond l'email, il me fait ok dis-moi comment tu vas faire la promo de ce truc, t'as une liste email, t'as une audience. J'avais rien. Donc évidemment il avait eu raison, il m'a dit non, parce que qu'est-ce que j'allais faire avec un truc traduit, j'allais rien faire du tout. Ce qu'il me fallait c'était une audience. Je me suis dit ok le gars est en train de parler d'audience, de liste email, comment je fais pour choper une liste email, je me forme sur le marketing, comment tu chopes du trafic, comment tu captures des emails, qu'est-ce que tu fais derrière, qu'est-ce que tu leur vends. Et du coup je découvre que là en fait ce que je suis en train de faire pour vendre l'e-book du gars, pour toucher 5 € sur chaque e-book vendu avec les commissions de machin que je vais lui refiler, au final je fais aussi bien de monter mon business. Donc en fait j'ai monté un business dans la séduction qui était mon premier business, c'est comme ça que j'ai commencé sur le web, c'est comme ça que j'ai commencé à en vivre. Et voilà, ça c'était dans mes études en fait, ce qui fait que j'ai découvert ça tellement tôt au début de mes études que le truc a commencé à marcher et j'ai arrêté d'aller en cours. Ok, et donc du coup si maintenant, aujourd'hui, tu pouvais définir tes objectifs, c'est quoi le plus important pour toi? C'est quoi? C'est d'avoir plus de visibilité, d'avoir des meilleurs résultats financiers sur tes entreprises, de faire quelque chose que tu aimes, de partager ce que tu penses avec beaucoup de personnes? C'est quoi ton plus gros objectif dans ce que tu fais aujourd'hui? Aujourd'hui, en gros, j'ai passé un certain nombre de temps à trouver tu vois, le bon créneau pour moi. Et aujourd'hui, j'ai trouvé le bon créneau et j'ai trouvé vos messages et je suis super content de ce que je fais. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est ce que je fais et je vais en faire plus.
Okay. Donc ça veut dire de continuer à grossir ma chaîne. Tu vois, aujourd'hui on a 300 000 abonnés. Je pense que voilà, on a une énorme croissance sur l'année dernière avec très peu de vidéos, comme j'ai passé la grande partie de l'année à écrire le livre. Donc je pense que la chaîne, je peux facilement, tu vois, encore doubler de taille. Je peux lancer plus de formations différentes. Je peux continuer à recruter de l'équipe. Je peux développer des business annexes, etc. Je trouve qu'aujourd'hui le format que j'ai, il est top. Sur à la fois, tu vois, le produit que je conduis, le business que j'ai, mais aussi la manière dont je fonctionne avec mon équipe. Donc je trouve que j'ai trouvé le bon truc. Mais j'en parlais à quelqu'un hier, tu vois, c'était genre, à quel moment est-ce que tu te dis que, en gros, t'as plus ou moins fini et t'as atteint un niveau où t'es content? Moi, je sais pas tout, j'ai l'impression d'avoir accompli énormément de trucs et de me dire, en fait, j'ai accompli 10% de ce que je vais faire, tu vois. Et c'est vraiment ce truc, et de me dire, c'est même plus pour moi une question d'argent, parce que, très honnêtement, l'argent, j'en ai plus que j'en ai besoin, tu vois, mon argent, je ne le dépense pas tant que ça, et voilà, et je suis très content, j'ai pas besoin de plus, ça change rien, tu vois, de ma vie de gagner plus, mais par contre, je me dis, le business que j'ai là, il a tellement de vent en poupe, il a tellement de traction que je me dis je vais regretter toute ma vie si je ne l'ai pas poussé à 100%, tu vois, et de voir jusqu'où il peut aller, jusqu'où ce que je peux étendre. Moi quand j'ai commencé sur YouTube, et toi tu as commencé il me semble un peu plus tard que moi, j'ai commencé à faire des vidéos en 2016. Ok, moi c'était début 2018. Ouais. Et donc en gros, comment j'ai commencé, la grosse personne dans le domaine web marketing qui avait fait une grosse chaîne, c'était Antoine BM. À l'époque, il avait 10 000 abonnés. Et à l'époque, 10 000 abonnés sur le marketing, on s'est dit putain, c'est ouf, il avait 10 000 abonnés. Tu vois. Et donc aujourd'hui, moi, je suis à 300 000 abonnés. Donc en gros, c'est déjà un truc qui normalement aurait dû être impossible, ce que j'ai fait. Tout le monde pensait que c'était impossible. Personne ne t'aurait dit que tu pouvais atteindre même 100 000 abonnés. Ça semblait être vraiment un truc to the moon. Tu vois. Quand on disait 100 000 abonnés, c'était un peu incroyable. Peut-être que personne ne le fera jamais dans le marketing. Et donc du coup, ça me dit, bah aujourd'hui, si ça se trouve, j'aurai 1 million d'abonnés, tu vois. On peut aller les chercher, pourquoi pas. Si tu as pu avoir 300 000, tu peux avoir 1 million. Et là, du coup, tu te dis, bah, c'est ouf, l'impact que tu as, le message que tu as, le truc que tu peux construire derrière, en termes d'équipe, en termes d'autres business. Moi, ça m'intéresse aussi de faire levier, tu vois, sur mon audience actuelle, pour lancer d'autres trucs à côté, grâce à mon équipe. Et en gros, l'idée, c'est de dire, j'ai envie d'en faire plus, j'ai envie de continuer à monter des projets, à faire des trucs. Moi, ça continue à me faire kiffer. Et je sais qu'un jour, tu vois, ça se trouve, moi, j'ai connu des gars comme ça. Ils arrivent à 35 ans et ils sont en mode j'en ai marre, je m'arrête, je mets le truc en automatique, je m'en fous, j'ai mon argent, je me casse. Il y a des gens qui sont comme ça. Et moi je me dis putain, je suis pas du tout à ce niveau-là. Je suis encore en mode j'ai super faim, j'ai envie d'accomplir des trucs, j'ai envie de le monter. Juste pour le challenge du truc, pour le construire et parce que je trouve que ce que je fais c'est assez kiffant et j'ai envie d'en faire plus. Ok, donc du coup t'es arrivé à ce point-là aujourd'hui, voilà, plusieurs centaines de milliers d'abonnés, t'es dans un créneau que t'adores, il y a tous tes business qui fonctionnent et tu as commencé, tu nous as raconté un petit peu ton histoire au début. Ce qui m'intéresserait serait de savoir quelles ont été les plus grosses évolutions dans ton parcours. Quels sont les moments où tu as vraiment eu une révélation et que ça t'a aidé à propulser ton business, mais aussi tous tes autres projets au niveau supérieur. Tu pourrais nous partager quelques-uns de ces moments qui t'ont vraiment aidé à passer au niveau supérieur. Donc le premier pour moi, c'est quand j'ai lancé mon site sur la séduction et que j'ai réalisé que j'avais aucun trafic. Pourquoi? Parce que dans la séduction, à l'époque, il y avait déjà des gros sites qui avait du gros trafic, il y avait, à l'époque c'était Art de séduire, French Touch Seduction, c'est des sites qui avaient des armées de rédacteurs qui écrivaient un masse de sites et en gros sur le référencement ils bouffaient tout, donc t'avais rien et du coup t'avais aucun trafic. Et l'idée c'était de me dire ok, si je me mets face à des sites qui ont 10 ans d'avance sur moi et que je commence avec une stratégie à la con, ça va jamais marcher. Faut que je trouve un truc qui va me différencier, faut que je trouve un truc où je vais devenir meilleur. Et moi ce que j'ai découvert c'est que je pouvais grappiller une petite audience, mais il fallait que je la monétise super efficacement. Et donc là, je vais découvrir un truc qui s'appelle le copywriting, c'est l'art d'écrire pour vendre. Et j'ai trouvé que c'était vraiment d'abord un truc fascinant d'un point de vue fondamental, c'est-à-dire que tu pouvais apprendre les petites techniques qui vont faire acheter quelqu'un, comment est-ce que tu présentes tes informations, comment est-ce que tu te différencies, comment est-ce que tu fais certaines promesses. Notamment, ce que j'essayais de faire, c'est d'avoir des promesses qui étaient moins fortes que les autres gens, mais juste qui étaient plus crédibles et plus subtiles, et de changer un petit peu la manière dont je traitais les problèmes et de leur expliquer. Vous avez acheté toutes ces formations, vous avez été déçus, mais moi je vais vous donner un autre truc qui change complètement. Donc tu as travaillé sur tout ça en termes de copywriting, et là ça m'a fait exploser parce que moi je suis passé de un énième gars qui fait un blog de séduction voilà, avec une toute petite audience à une petite audience mais qui était ultra qualifiée et qui achetait, et donc, du coup j'avais une super valeur par prospect. Donc pour un email sur ma liste, je vendais beaucoup plus que mes concurrents. Donc ce que j'ai été faire, c'est de l'affiliation derrière. J'avais toujours pas un trafic énorme, mais j'allais voir ces gros sites et je leur fais voilà, moi ce que je génère sur un produit c'est ça, vous générez ça et c'est un tiers. Donc travaillez avec moi, je vous file les 50%, vous monétisez encore plus. Moi j'ai mes tunnels, j'ai mes trucs qui fonctionnent. Donc en fait je fais levier, tu vois, sur cette compétence de conversion pour choper du trafic via ça. Et pendant un moment j'avais la majorité de mes ventes qui venaient en affiliation. Donc je suis toujours pas super bon pour choper une masse de trafic, mais j'étais super bon pour vendre et pour convertir. Et donc du coup je récupérais du trafic chez un peu tout le monde qui venait chez moi. Et le truc c'est que tu vois, les gens m'envoient du trafic. La personne achetait un produit,
je leur paye 50% de commission. Bon, déjà, j'ai chopé 50% et puis moi, il n'y a aucun risque là-dessus. Et ensuite, c'est moi qui construis ma liste email. Et petit à petit, comme ça, je construis une liste email et je commençais à avoir un business qui tournait, à pouvoir lancer des produits, à pouvoir avoir un truc intéressant. Et après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été voir d'autres personnes qui étaient des coachs en séduction et je leur ai fait, OK, on va faire un programme qui était ensemble. On avait un programme qui avait super bien marché qui s'appelait la méthode étalon. C'était un problème sur le sexe, comment être bon au lit. Et là, j'avais fait avec un gars, je fais, vas-y, gars, t'es super fort, t'es un super coach, ce que tu racontes c'est super intéressant, mais t'es nul en marketing. Lui-même, il savait qu'il était nul en marketing, ça l'intéressait pas. Je fais la formation avec moi, on va te filer un pourcentage, on va monter ça. Moi, je fais le copywriting, j'ai quelqu'un qui fait de l'affiliation, et en gros, je montais un truc comme ça où moi, je faisais les tunnels de vente, le copywriting, j'avais quelqu'un d'autre qui allait faire le programme, quelqu'un d'autre qui allait faire l'acquisition de trafic, et du coup, chacun avait son petit pourcentage et ça marchait bien. Et du coup, moi, tu vois, il y avait un truc sur lequel j'étais bon, et c'était le copywriting. Ça m'a fait décoller. Après, le deuxième truc qui m'a beaucoup aidé, c'est qu'après mon business a commencé à décoller, je me suis cassé et j'ai été au Vietnam. J'étais à Ho Chi Minh Ville et à cette époque il y avait une grosse communauté d'entrepreneurs, principalement des anglophones, beaucoup d'Américains qui étaient basés à Ho Chi Minh et qui montaient des business là. Il y avait beaucoup d'e-commerçants d'ailleurs, c'était le début de Amazon FBA notamment et beaucoup de gens dans tout ce qui était agence, consulting, il y a beaucoup de consultants, référencement, etc. qui étaient là-bas, mais tu vois des gens qui étaient dans la première phase de leur business. D'ailleurs beaucoup de gens que je connaissais à cette époque-là, où on était tous on avait tous super faim, on partait, on gagnait un peu d'argent, mais assez d'argent pour vivre, mais pas encore un truc où tu dis j'ai explosé, donc on est tous à ce niveau-là. Et en fait, tous ces gens que je connaissais à l'époque et avec qui j'allais bouffer des nouilles chez la grand-mère du coin à Ho Chi Minh, il y en a plein qui cartonnent et qui font des trucs de ouf, parce que en fait ça prend du temps, c'est-à-dire que tu arrives là, tu prends les gens et 5 ans plus tard, ils ont vraiment explosé. Et donc moi, cette communauté-là, ça m'a explosé parce que en gros, je suis dans mon école de commerce et je fais mon petit truc dans mon coin, sans trop en parler à personne parce que quand je dis aux gens que je fais des produits sur le sexe, tout le monde se fout de ma gueule et de toute manière personne comprend ce que je suis en train de faire et de quoi je leur parle. Et je suis passé de ça à tout le monde trouve que ce que je fais c'est vraiment intéressant, tout le monde comprend les trucs d'email marketing, j'avais une communauté et en gros pour te dire là-bas, Ho Chi Minh c'est une grande ville, mais on y habitait tous dans une même rue. Donc on était 40 dans la même rue, 40 entrepreneurs dans la même rue, et tu sortais de chez toi, tu allais prendre un café, tu rencontrais 3 personnes que tu connaissais. Et en gros, tu avais l'impression d'être presque dans un petit village où tout le monde se connaissait, et surtout où tout le monde était entrepreneur et tout le monde te parlait d'email marketing, de conversion, de vente, de business, tout le monde avait des projets, donc c'était ultra boostant. Tu passes d'un truc où ce que tu fais, c'est vite fait un truc que tu fais dans le coin, comme ça, tu essayes de faire des trucs et tu galères, à un truc où tu es totalement immergé dedans, du moment où tu te réveilles, tu vas prendre ton petit déjeuner, tu as 4 entrepreneurs qui sont en train de se faire un mastermind impromptu autour d'un café, au moment où tu finis ta journée, et il y a quelqu'un qui va faire, on va prendre des bières, on va discuter business, tu vois, et donc tu es à fond dedans, et là pour le coup, moi au niveau mentalité, ça m'a fait passer de, ce que je suis en train de faire, c'est un moyen de gagner 3000 € pour payer mes factures, derrière tu veux monter des business de ouf. Parce que dans ce milieu-là, il y avait aussi des gars qui avaient des grosses équipes, des gars qui faisaient déjà des millions, donc tu avais aussi l'idée de, ce qu'on est en train de faire, c'est pas juste une petite magouille pour gagner un peu d'argent. D'ailleurs, tu peux monter un vrai business, tu peux monter une vraie carrière. Tu peux dire que sur 15 ans, je ferai ça et je vais construire un espèce d'empire derrière. Et ça m'a complètement changé mon mindset et ma mentalité. C'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai commencé vraiment à faire ma stratégie dont je te parlais, d'aller prendre d'autres coachs avec qui faire des formations. J'avais pensé de tiens, je m'en fous, je fais moins de pourcentage, mais je pourrais faire vachement plus de projets et vachement plus de trucs si je vais travailler avec d'autres personnes pour faire mes formations. Ça m'a énormément boosté. Après, le troisième vrai point qui m'a boosté, c'est quand j'ai commencé sur Marketing Mania et que je suis passé évidemment sur YouTube. Pour moi, sur YouTube, en gros, ce qui a changé, c'est de comprendre le concept de format sur YouTube. C'est l'idée que sur YouTube, il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de choses, mais si tu fais la même chose que ce que font tout le monde, ça fonctionne pas. La question, c'est comment est-ce que tu trouves quelque chose sur lequel toi, tu es particulièrement bon, de par ta personnalité, de par tes compétences, de par ton expérience. Donc dans mon cas, là où je suis particulièrement bon, c'est faire des vidéos d'analyse en profondeur, super écrites, qui prennent très longtemps à faire, que personne d'autre en fait va aller faire. Et comme ces vidéos personne d'autre va aller faire, moi je peux un peu monopoliser ce truc. Alors que si je te faisais des vidéos plus simples, face caméra où je te parle, est-ce que je suis meilleur que les autres là-dessus? Pas forcément, tu vois. Donc en gros, trouver un créneau, ce créneau t'es meilleur que les autres, et ensuite ce créneau il est répétable. Donc là j'ai trouvé une formule sur YouTube qui était répétable en disant ok, ça c'est ma formule, la formule je l'ai refaite, et du coup j'ai commencé à scaler mon truc et j'avais quelque chose. Et là où, juste avant, tu vois, sur la séduction, j'étais super bon pour vendre, mais pour l'acquisition de trafic, j'avais pas trouvé un truc où je pouvais l'exploser, tu vois. Que ce soit la pub Facebook, que ce soit YouTube, il faut que tu aies un truc, faut que tu aies les deux. Parce que si t'en as qu'un des deux, si t'as que du trafic, tu galères à monétiser, à vendre de la pub, à faire des trucs sponsorisés, mais t'es toujours dépendant de quelqu'un. C'est super bon pour vendre, mais t'as pas de trafic. T'es sur une petite audience de trucs de niche bien monétisés, mais c'est tout. Mais quand tu commences à avoir les deux qui explosent, et le moment où j'ai commencé sur YouTube et à trouver la bonne formule, et que j'avais un truc où aujourd'hui où je peux me dire tiens, je vais faire une vidéo, et je suis quasiment sûr que je vais aller chercher 200 à 500 000 vues sur cette vidéo, tu vois, quand j'ai la bonne idée, quand j'ai le bon truc, je peux vraiment aller la chercher. Et c'est là où ça a vraiment pour moi fait un déclic. Donc c'est vraiment l'idée de dire,
Comment est-ce que tu trouves sur YouTube la bonne formule? Et pour moi, c'est étrange de voir que cette formule, en fait, elle n'est pas du tout venue du domaine du marketing. C'est une formule que j'ai trouvée sur une chaîne américaine qui s'appelle Nerdwriter, qui est une chaîne qui fait des analyses de films, en fait. C'est un gars qui fait des analyses de films. Ouais, j'ai déjà vu certaines séries. C'est bien. Hein. Ouais. Du coup, tu vois, c'est un petit peu, si tu vois ce qu'il fait, tu vois un petit peu la relation entre les deux. Tu vois, c'est un gars qui va passer plusieurs heures à réfléchir à son sujet. Il va analyser le film dans les détails, il va te montrer des petits concepts. C'est très écrit, c'est très monté. Donc il y a une influence directe sur mes vidéos. Et je me suis dit, ce gars-là, il fait du contenu super détaillé, en un sens assez pointu, que tu penserais que ça intéresserait pas tout le monde. Il fait des analyses super pointues de films, tu vois, il fait pas une critique du dernier Marvel, il va te prendre un film dont tu n'as jamais entendu parler des années 50, il va t'expliquer comment la scène fonctionne et comment les acteurs se déplacent dans la scène. Mais si tu t'intéresses un petit peu au cinéma, tu dis ah mais c'est vachement intéressant, j'avais jamais pensé à ça. Et il m'explique d'une manière qui est tellement intéressante que même si moi-même je suis pas non plus le plus grand cinéphile du monde, je trouve que c'est vraiment intéressant et j'apprends un truc. Et je me dis tiens, si le gars il va faire ça sur le cinéma, je vais peut-être le faire sur le marketing. C'est un peu la même chose, c'est-à-dire que le marketing, les gens ils pensent pas trop, les gens ils le connaissent pas forcément, mais c'est aussi un truc qui t'entoure. Donc si je peux l'expliquer d'une manière qui est intéressante, je vais dire bah, tiens c'est le monde qui m'entoure et je comprends mieux le monde qui m'entoure et tu peux m'expliquer un truc qui est cool. Donc quand j'ai commencé à comprendre que je pouvais importer un truc qui se faisait ailleurs et me dire si je fais la même chose mais je le mettais dans le domaine du marketing, à quoi ça donnerait? Et j'ai commencé à tester des formats, j'ai commencé à trouver un truc qui fonctionnait et à partir du moment où j'ai trouvé un truc qui fonctionnait, je l'ai répliqué et voilà. Et c'est comme ça que ma chaîne est passée, tu vois, au départ. Et à un moment donné, j'avais voilà, quelques milliers d'abonnés, tu vois, je commençais à trouver mon truc. Et à partir du moment où j'ai commencé à trouver mon truc, c'était 30 000, 60 000, 80 000, et là tu commençais vraiment à partir. Ok, donc si je récapitule rapidement, donc au début tu t'es vraiment trouvé un avantage concurrentiel du fait que tu étais meilleur que les autres au niveau du copywriting, ça t'a permis d'avoir tes premiers résultats. Ensuite tu as eu ce changement de mindset, étant donné que tu avais un entourage d'entrepreneurs, de personnes qui ont pu t'inspirer et te montrer aussi que le business, enfin ce que tu faisais à l'époque c'était un vrai business et que tu pouvais aller plus loin. Et puis finalement t'avais déjà l'offre, le copywriting, comment vendre, et là tu as trouvé la manière d'acquérir du trafic avec YouTube. Ok, donc c'est super intéressant. Et tu sais que sur ma chaîne on parle principalement de e-commerce, de dropshipping, etc. Donc pour les personnes qui nous regardent aujourd'hui, quels seraient les conseils que tu pourrais leur donner par rapport à leur site e-commerce? Parce que toi tu as des business où voilà, tu vends des formations, tu as un livre, etc. Si on vend des produits physiques, comment est-ce qu'on peut utiliser le copywriting, le marketing ou l'acquisition de trafic pour avoir de meilleurs résultats? Ouais, je pense que le truc le plus direct ici c'est le copywriting. Et à mon avis, en fait en termes de copywriting, il faut vraiment réfléchir à le besoin que tu penses que ton produit résout n'est pas toujours aussi évident que ça. C'est-à-dire que parfois un produit où tu dis bah voilà c'est un produit, je sais pas, tu vois, c'est une coque de téléphone, bah ça sert à protéger mon téléphone s'il se pète la gueule. Le truc c'est que n'importe quelle coque de téléphone peut faire ce job. La question c'est quel besoin est-ce que les gens vont accomplir en achetant cette coque de téléphone. Vraiment, un besoin que les gens vont accomplir en achetant une coque de téléphone plutôt qu'une autre, c'est de communiquer quelque chose sur qui ils sont. C'est comme acheter une fringue, c'est comme acheter une montre, c'est comme porter certaines chaussures. Non seulement la chaussure, elle te sert à pas avoir mal aux pieds quand tu marches dans la rue, elle te sert aussi et surtout à montrer quelque chose sur qui tu es et à communiquer quelque chose sur ton identité et sur qui tu es. Donc la coque de téléphone, tu vois, c'est une manière pour les gens de communiquer une identité. Et ça, il faut le comprendre. Et à partir du moment où tu le comprends, tu sais ce que tu dois dire en fait. Et tu sais ce que tu dois dire. Et c'est pas forcément c'est la coque de téléphone la plus jolie, mais c'est cette coque de téléphone, elle va parler à un certain public. Et donc du coup, je vais essayer de leur montrer comment est-ce qu'ils vont appartenir à une certaine tribu. C'est aussi pour ça que tu vois tout le domaine des influenceurs, ils vont faire ce genre de truc en merch. Pour dire voilà, moi je suis un fan de, je sais pas, de Jake Paul, tu vois, donc j'ai la merch de David Dobrik ou de n'importe qui. Pourquoi est-ce que ça a du sens d'acheter un t-shirt fait par David Dobrik? Parce que tu te dis, c'est un gars, il partage un certain mode de vie, moi j'ai envie de me mettre là-dedans, j'ai envie de prouver que je suis là-dedans, j'ai envie de faire partie de cette tribu, tu vois. Et tout ce concept de tribu, pour tout ce qui est un produit que tu vas porter sur toi, donc qui va un peu te définir à l'extérieur, il faut réfléchir à comment est-ce que je donne aux gens un groupe, une image à laquelle aspirer. Plutôt que de dire voilà mon t-shirt il est fait en tel matériau, etc. À la limite les gens ils s'en foutent plus ou moins des matériaux, tu vois, c'est pas ça qui est important. C'est de comprendre comment est-ce que tu crées le truc. Donc ici pour un habit ou pour une coque de téléphone, le besoin c'est vraiment le truc de demander comment est-ce que quel rôle ce produit joue dans les besoins sociaux. Mais plus largement c'est vraiment de comprendre quel est le besoin qui est derrière. Donc par exemple dans la séduction, pour prendre cet exemple-là, après on pourra reprendre des exemples d'e-commerce, et dans la séduction, beaucoup de gens se disent ok, le besoin ici c'est le sexe. Donc les gens veulent coucher avec plus de monde, donc ils veulent faire de la séduction. En fait, si tu leur vends que du sexe, à un moment donné, tu réalises que les gens ont des blocages qui sont plus profonds et tu te dis bah, ça marche pas exactement, il y a un truc qui va pas.
Et en fait, le problème que les gens ont, c'est pour beaucoup de gens qui n'arrivent pas en séduction et qui se sentent nuls, en fait, c'est plus un problème d'ego personnel. Tu vois. Et c'est le fait de dire, moi, je suis fort en séduction, j'arrive, je plais aux gens, un truc de dire, tu vois, ça les renforce personnellement. Et en fait, c'est plus un truc de... Plutôt que le sexe en soi, c'est aussi un truc d'image personnelle. Et c'est pour ça dans la séduction, par exemple, que les gens vont vachement se vanter ou partager leur succès, etc. Parce que c'est aussi une image, et pour les hommes, c'est souvent une image qui renvoie aux autres hommes. Tu vois. Et donc quand tu commences à réfléchir sur ce besoin-là, bah, tu peux appuyer de manière vachement plus précise sur le point de pression de ton audience, en leur disant exactement, voilà, aujourd'hui, votre douleur exactement. Et leur douleur exactement, c'est ça, et tu vas un peu appuyer sur leur ego. Et donc c'est vraiment de comprendre les différents niveaux de besoin. Donc les différents niveaux de besoin que tu peux avoir sur les trucs e-commerce, ça peut aussi être, tu vois, un élément de sécurité. Parfois les gens vont payer plus cher pour un certain produit parce que simplement la marque les met en confiance. Tu vois. Moi en ce moment on est dans les trucs de bébé et tout. Tu vois, dans le truc de bébé, tu regardes même pas les prix. Parce que tu dis, c'est quoi la marque la plus sûre? Pour mon berceau, je vais pas prendre le truc le moins cher. Pourquoi? Parce que tu as la sécurité. Et qu'est-ce que tu fais quand tu achètes la sécurité? Tu achètes le truc, j'ai pas envie de m'en inquiéter. J'ai pas envie de penser à ça. C'est un peu comme prendre une assurance sur ton téléphone. Tu vois, quand tu prends un téléphone et que tu achètes une assurance en plus, tu sais que l'assurance, elle est trop chère. Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu achètes? Est-ce que tu achètes vraiment une assurance? Non. Ce que tu achètes dans une assurance, c'est te dire, j'ai plus envie de me stresser pour ça. Et peut-être que ce que tu payes pour ton téléphone, même si dans la pratique, c'est un peu trop cher par rapport à ce que c'est cette assurance, ça vaut le coup parce que toi, ce que tu achètes, c'est de pas, pendant 2 ans, stresser que tu vas faire tomber ton téléphone et péter ton écran. Tu vois. Et quand tu réfléchis de manière un peu plus subtile en te demandant qu'est-ce que les gens achètent vraiment ici, ils achètent un produit ou ils achètent une certaine sensation qu'ils vont avoir avec ce produit et ça résout un besoin. Et souvent, ces besoins, c'est des trucs assez viscéral. C'est la sécurité, c'est appartenir à un groupe, c'est prouver un peu ton ego et prouver qui tu es. Ça peut aussi être, au contraire, te différencier du groupe et te dire, il y a toujours ce côté avec un groupe où t'as pas envie d'être tout seul, mais t'as pas envie non plus d'être dans la masse. Tu vois, il y a toujours un petit peu ce truc. Comment est-ce que tu fais pour dire aux gens, tu vas faire partie, mais en même temps, tu vas être un peu meilleur que les autres. Tu vas être accepté par le groupe, mais ils vont t'admirer. Parce que tu vois, t'as pas envie d'être une personne qui est tellement différente, que t'es un excentrique total et que t'es rejeté. Tu vois, comment est-ce que tu joues un petit peu entre les deux? Et pour beaucoup de marques, ils vont être un petit peu là-dedans. Ils vont être, c'est un truc cool, c'est un groupe, on a toute une tribu, mais en même temps, on est un peu meilleur que la moyenne des gens. Et quand tu analyses ça et tu comprends, en e-commerce, c'est plus difficile. Parce qu'en séduction, tu peux dire aux gens, voilà, vous avez peur, moi je vous apprends à être courageux. Tu vois, si tu vends un produit qui est là pour donner confiance aux gens et leur donner plus de courage, mais que c'est, je sais pas, tu vois des fringues et la personne va porter des fringues et va se sentir mieux dans sa peau, donc elle va avoir plus de courage. Si ce que tu vends, c'est du courage en e-commerce, tu ne peux pas forcément le dire de manière aussi directe. Tu vois, et donc là, tu vas réfléchir, ok, maintenant que j'ai identifié mon besoin, même si je peux pas le dire de manière aussi directe, il faut que je comprenne comment est-ce que je le montre, par exemple avec des photos, par exemple avec des métaphores, par exemple dans la manière dont je l'explique, mais il faut que je comprenne que la sensation que je cherche à donner aux gens, c'est de me dire quand je me projette dans ce truc et quand j'aurais porté cette veste, par exemple, je me sentirais plus confiant. Tu vois. Plutôt qu'essayer de leur vendre leur veste uniquement sur l'esthétique, sur les matériaux, etc., il faut que tu comprennes ce que ça va leur apporter derrière. Et on a encore plus tendance à le louper en e-commerce, comme si tu regardes en fait tes concurrents, tu regardes les gens qui marchent, tu analyses un peu les produits qui fonctionnent. Et ben tu te dis pas forcément, ok, c'est quoi le besoin profond ici, psychologique qui est derrière. Tu vois la surface, tu dis, ok, eux, ils ont mis telle image, je vais faire un peu la même chose, mais du coup, c'est facile de voir la surface, mais c'est compliqué de te dire, ok, sur une pub de Louis Vuitton, par exemple, si on prend un truc extrême, tu vois, qu'est-ce qu'ils essaient de montrer ici, à quoi elle sert cette pub, en fait. Et si tu commences à vraiment réfléchir à ça, tu retombes toujours sur des besoins humains qui sont fondamentaux. Voilà, c'est vraiment la peur, c'est vraiment tu vois, le groupe social, c'est vraiment l'ego, etc. Et quand tu réduis à ça, tu dis ok, maintenant je suis arrivé au besoin fondamental. Le deuxième boulot, c'est de trouver comment est-ce que je l'exprime. Et là, pour le coup, les images, c'est là où tu peux pas mal jouer en e-commerce souvent. Et puis après, le copywriting, la manière dont tu vas l'écrire, la manière dont tu vas le décrire et les trucs que tu vas mettre en avant. Et toujours mettre en avant les bénéfices que les gens vont en tirer, ça après c'est la base, tu vois, plutôt que les fonctionnalités, plutôt que d'expliquer exactement, tu vois, les caractéristiques techniques de ton PC. Tu vas dire ok, bah le PC il lag pas. Il lag pas, tu peux mettre ton Photoshop et il va marcher. Et les gens, c'est ça qu'ils veulent. Ils s'en foutent de savoir combien de gigahertz, parce que dans la plupart des cas, ils peuvent pas le traduire dans un truc qu'eux ils peuvent comprendre. Et ça, c'est aussi un truc où plus tu as passé de temps toi à regarder ton produit, plus tu as tendance à te foirer là-dessus. Plus tu t'es dans le truc du produit, tu dis le produit il est génial, on va faire ça. Mais du coup, tu n'arrives plus à te mettre du côté de la personne qui à la limite, les détails techniques ça t'intéresse pas trop quoi. À la limite, t'as pas envie de savoir comment ton téléphone il marche. C'est juste de la magie, c'est un truc, tu le prends, ça marche, ça fait ce que tu veux, ça résout tes problèmes quoi. Ok. Et donc du coup, une question qui me vient et qu'on me pose tout le temps, moi aussi, mes différents succès que j'ai eu en e-commerce, je les dois à ma compréhension du marketing, à la manière dont j'arrive à créer une offre, etc. Mais une question qu'on me pose super souvent et que j'arrive pas forcément facilement à répondre, c'est comment est-ce que tu deviens
un meilleur marketeur? Comment est-ce que tu t'améliores en marketing? Comment est-ce que tu t'améliores en copywriting? Qu'est-ce que tu répondras à cette question-là? Donc moi, ce que j'ai énormément été faire, c'est j'ai été prendre des pages et je les ai décortiquées, je les ai décomposées. Tu vas pas simplement les regarder. Moi, ce que j'allais faire, c'est j'allais prendre des pages et à l'époque, j'avais un truc, alors je ne connais pas forcément aux gens de le faire, c'est un peu extrême, mais ce que je faisais, c'est que je prenais des pages et je les recopiais à la main dans un carnet. En mode, je les recopiais à la main. Et ça, c'était un conseil qui est donné par un copywriter à l'ancienne, qui s'appelle Gary Albert. Et en gros, la philosophie derrière, c'est de te dire, en le recopiant à la main, ça va tellement être long et chiant que tu vas être forcé d'absorber les petits détails de comment ça fonctionne et le rythme, de comment les phrases sont construites, de comment la page est construite, et vraiment te forcer à voir dans les détails. Donc ça, c'est un peu extrême, mais ça te montre les détails sur lesquels j'ai été. Après, plus simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une page et je vais la découper. Donc c'est important de comprendre les concepts fondamentaux du copywriting avant de commencer. Donc le premier concept à connaître, c'est le concept de AIDA, attention, intérêt, désir, action. Quand tu commences ta page, il faut que tu captes l'attention des gens directement. Il faut que tu leur donnes un truc qui va les intriguer ou qui va leur donner envie d'aller plus loin. Ensuite, tu leur racontes un truc qui est intéressant sur le produit, tu leur racontes une petite histoire, tu leur dis saviez-vous que, tu leur racontes quelque chose d'intéressant. Maintenant que leur intérêt, ils sont rentrés, tu vas créer un désir en leur expliquant, en leur parlant de leurs problèmes et de la solution et de comment est-ce que tu vas changer leur vie. Et puis après, tu leur dis voilà, passez à l'action. C'est la structure la plus basique de tout message de vente. Une fois que tu as ça, et que tu as quelques autres éléments, notamment que tu as réfléchi en termes de comment est-ce que les gens utilisent une technique que j'appelle la visualisation. Donc ça, c'est une technique qui est importante en e-commerce, c'est comment est-ce que tu crées une image dans la tête des gens. Donc si tu es en train de vendre un produit, je sais pas, tu vois, tu vends un espèce de truc, c'est un chargeur pour ton téléphone quand tu es en voyage par exemple. Tu vois, tu dis ok, j'ai un chargeur de téléphone en voyage, ça fait ci, ça fait ça. Les gens disent ok, bon c'est super, je me casse, tu vois. Donc tu leur dis voilà, imaginez que vous êtes dans l'avion, vous êtes en galère et vous avez votre truc et vous avez votre, je sais pas, vous voulez regarder un film et vous êtes à court de batterie. Et bien voilà, si vous avez eu mon produit, vous aurez pu le brancher, ça aurait été vachement cool. Et donc tu vas essayer de créer une image mentale pour les gens où ils vont se visualiser dedans, ils vont vivre un peu le truc, ils vont vivre à la fois la douleur, le problème qu'ils vont avoir et ce qu'ils vont éviter. Donc ça, quand tu comprends un petit peu ce concept, tu te dis ok, un produit, je peux pas l'expliquer de manière abstraite, je peux pas dire aux gens voilà, je vais faire une formation et puis vous allez être vachement meilleur en marketing. Non, ce qu'il faut que je leur dise, c'est voilà, imaginez que vous avez un client qui arrive sur votre site et qui regarde 30 secondes votre site et il se casse. Pourquoi il se casse? Parce que votre page elle n'est pas bien construite et puis ce client va jamais revenir chez vous. Voilà, vous l'avez perdu pour toujours. Maintenant, ce client, vous avez fait de l'effort pour l'acquérir, vous avez peut-être payé de la pub, vous avez peut-être fait du référencement, il est parti pour toujours. Ça vous dérange pas? Non, maintenant on va faire ça et donc je fais visualiser à la personne le processus, tu vois, je leur donne une situation beaucoup plus concrète, beaucoup plus visuelle dans laquelle ils peuvent se projeter. Et une fois que tu as compris des méthodes comme ça, et on va pas faire l'ensemble du copywriting, tu vois, mais imagine, tu as AIDA, tu as visualisation, tu as quelques autres techniques, maintenant tu vas voir des pages et tu es armé de tes trucs, tu les vois, et tu te dis, ok, maintenant je vais aller les chercher et je vais cocher, ok, le gars il commence par, en attention, il fait quoi? C'est quoi son accroche? Je vais donner un exemple, moi je suis en train de sortir un livre. Je dis, comment est-ce que les gens font pour vendre des livres? Et il y a un mec qui est super fort, je trouve, pour vendre ses livres, c'est un youtubeur français qui s'appelle Fabien Licard. Fabien Licard, il a fait un livre récemment qui s'appelle Votre temps est infini, qui est un livre sur comment optimiser ton temps et voilà, être plus productif dans ta journée. Donc il a une vidéo où il va vendre son livre. La vidéo commence comme ça. Il te regarde droit dans les yeux, il te fait tic, tac, tic, tac, tic, et il se stresse à mort et t'es en mode putain, t'es déjà en stress de ton temps qui passe. Et après évidemment il va te dire, et ben voilà, moi j'ai cette montre, et cette montre elle me dit que j'ai 38 ans, 3 mois, 42 jours, 3 heures, 3 minutes et 42 secondes à vivre encore, 41 secondes. 40 secondes. Et il t'explique exactement qu'il a une montre qui lui explique quand il va mourir et il te fait stresser comme ça. Et ça c'est son accroche. Moi je vais regarder une vidéo comme ça, je me dis ok, je vais le décomposer. Comment il m'accroche? Comment il accroche mon intérêt? Qu'est-ce qu'il me raconte ensuite? Comment est-ce qu'il me crée le désir pour son bouquin? Et comment est-ce qu'il me dit va acheter mon livre? Donc c'est attention, intérêt, désir, action. Tu vois, donc je vais analyser lui son truc et je me dis tiens, son accroche elle est dingue. Il m'a fait stresser à mort. En 20 secondes il m'a mis cette émotion, tu vois, du temps qui passe, de pourquoi est-ce que j'ai envie d'être productif. Et il m'a accroché mon attention, il a fait un truc qui était original, il a fait un pattern interrupt, c'est-à-dire un truc que tu t'attends pas à voir quand tu cliques sur la vidéo. Tu t'attends à ce que le gars il te raconte un truc, mais il te regarde dans les yeux, il te fait TikTok, il me dit qu'est-ce qui se passe. Tu vois. Donc tout ça, je me dis, c'est une nouvelle corde à mon arc. J'ai appris une nouvelle technique. Tiens, et lui il fait un truc vachement intéressant ici, comment est-ce que moi je pourrais me servir de ça? Donc je vais aller comme ça, voir tout un tas de pages de vente et je vais essayer de comprendre, ok, comment est-ce que ça structure sur le AIDA? Comment est-ce qu'il accroche mon attention? Qu'est-ce qu'il me raconte ensuite d'intéressant? Comment est-ce qu'il crée le désir sur le produit? Comment est-ce que le produit est présenté? Est-ce que le produit est présenté dès le départ? Ou est-ce que le produit est présenté plus au milieu? Donc souvent sur un produit e-commerce, il va être présenté dès le début de la page. Souvent sur une formation, il va être présenté vers la moitié parfois. Tu vois, donc tu racontes au départ tout le problème et pourquoi c'est important et comment tu vas le résoudre et la méthode. Et puis après tu fais, et grâce à ma formation, vous allez pouvoir accomplir tout ça. Donc là, tu apprends de
ok, quel type de produit est-ce que tu présentes en avant, quel type de produit est-ce que tu présentes plus tard, comment est-ce que ça fonctionne, par quoi est-ce que tu commences, dans quel ordre tu mets les éléments. Et tu vas commencer à analyser plein de pages comme ça, et toi tu vas commencer à absorber les techniques. Ok, comme ça, c'est comme ça qu'ils font visualiser, ça c'est une méthode intéressante, c'est comme ça qu'ils vont prouver l'utilité de leurs produits. Il y a aussi une autre technique par exemple que je peux te donner de copywriting qui s'appelle l'ancrage. L'ancrage, c'est quand tu as un produit notamment qui est un produit qui est assez cher, tu veux comparer le prix de ce produit à un autre produit pour montrer qu'en fait c'est pas si cher que ça. Donc par exemple, tu vois, tu veux vendre, je sais pas, un livre de développement personnel et tu fais, voilà, mon livre coûte 20 €, bah, c'est l'équivalent de prendre un café par jour sur le mois et donc au final c'est pas si cher que ça. Ou alors tu vas faire, et c'est l'équivalent de même pas la moitié d'une séance chez un psy qui vous aurait dit la même chose, mais sauf que vous auriez passé 3 mois et vous auriez dépensé des centaines d'euros. Tu vois, donc c'est l'idée d'ancrer ça sur quelque chose d'autre. Mais du coup ce type d'ancrage, il y a plein de manières différentes de le faire. Tu peux faire de l'ancrage sur ton propre prix, de dire c'était 100 €, maintenant c'est 50 €, donc c'est à moins 50%, c'est un ancrage. Je t'ai dit 100 €, maintenant je t'ai dit 50, le 50 a l'air plus petit que si je t'avais dit 50 direct. Tu peux aussi le comparer à un autre produit. Tu peux aussi avoir un truc qui est vachement intéressant, c'est d'avoir plusieurs gammes de produits. Donc tu as un produit qui est méga cher que tu présentes en premier, tu as un produit milieu de gamme et puis tu as un produit bas de gamme. Ce qui fait que ton produit méga cher, même si personne ne l'achète, il sert à ancrer ton produit du milieu pour te dire, bah, du coup, le produit du milieu, en comparaison à ce produit méga cher, il a l'air moins cher. Tu vois. Et ça, beaucoup de produits tech font ça. Ou un produit extrêmement cher, le truc full spec que personne ne va acheter, enfin que très peu de gens vont acheter parce qu'il est beaucoup trop puissant et beaucoup trop cher. Mais en comparaison, le truc à 1000 balles, bah voilà, ce PC à 1000 balles, il a l'air pas mal et puis du coup, bah, c'est pas aussi absurde que le truc à 3000 balles. Tu vois. Donc c'est comme ça qu'il faut un ancrage. Mais ça, cette technique d'ancrage, je peux te l'expliquer comme ça, mais tu verras qu'il y a des dizaines de manières différentes de l'utiliser, mais quand tu commences à aller voir des sites, au lieu de te dire ah bah tiens ils ont fait ça, tu dis ah tiens ça je reconnais, ça c'est un ancrage. Et donc du coup tu peux noter dans ton petit carnet où tu veux, tu vois, tu fais ton truc, tu apprends, tu fais tes devoirs, bah, c'est du boulot, tu vas devenir un bon marketeur, mais tu apprends une technique, tu dis tiens j'ai une nouvelle corde à mon arc et peut-être qu'un jour je vais arriver sur un produit et je vais réutiliser ce type d'ancrage, ou je vais réutiliser ce type d'exemple, ou cette visualisation, ou cette structure, ou cette accroche, ou cet appel à l'action. Et tu vois comme ça tu apprends des trucs. Et donc du coup c'est important d'apprendre les structures parce que ça, si tu vas juste voir des pages comme ça, tu dis bah ok je regarde quoi, j'en fais quoi, tu vois, je commence par où, t'es un peu perdu. Mais une fois que tu as les structures et que tu connais les concepts que tu es en train de rechercher, tu vas les trouver, toi tu vas comprendre toutes les manières de faire des accroches, toutes les manières de faire de la visualisation, toutes les manières de faire de l'ancrage, tu vas collectionner un petit peu ça et puis après tu te construis en gros une boîte à outils et après quand tu arrives sur un problème tu dis ok là qu'est-ce que j'ai vu qui ressemble à ça, qu'est-ce que j'ai vu comme technique qui serait utile, si je mettais ça, comment est-ce que ça marche. Et puis après tu pratiques, tu vois, simplement tu pratiques les trucs que tu as appris. Mais pour moi je trouve que c'est vachement cool d'aller vraiment analyser des pages et aller analyser des pages dans des domaines qui n'ont rien à voir avec le tien. C'est une erreur de faire que tes concurrents, parce que tes concurrents, tu vas reproduire un peu ce qui a déjà été fait. Mais va voir des gens qui sont dans des domaines totalement différents. C'est pas que tu vois, sur l'ancrage, je t'ai donné des formations, je t'ai donné des produits tech, etc. Moi j'aime bien les voir dans des domaines différents et me dire, ok, même si moi aujourd'hui ce que je vends c'est des formations en ligne, si je vais voir des gens qui te vendent, par exemple, bah, cette année j'ai fait une vidéo sur Fortnite, tu vois, et je me demande tiens comment est-ce que Fortnite il crée une addiction et il crée cette sensation que les gens ont envie de continuer à jouer. Comment est-ce que PNL ils ont créé ce côté où c'est un peu l'événement du siècle du monde du rap qu'ils sortent un nouvel album, tu vois. Comment est-ce qu'ils ont créé ça, comment est-ce que ça marche et comment est-ce que moi peut-être que je peux créer l'événement du siècle quand Stan Leloup sort un livre ou sort une nouvelle formation, tu vois. Je vais pas faire exactement la même chose qu'eux, parce que c'est un domaine qui est différent, ça serait débile de faire la même chose qu'eux. Mais par contre, je vais peut-être apprendre des petites techniques que je peux récupérer. Et surtout, si je vais chercher mes techniques chez PNL, je peux te garantir qu'aucun de mes concurrents vont les chercher là. Et donc du coup, j'aurai peut-être des idées qui sont originales. Et les gens vont dire, tiens, le gars, il fait des trucs que personne ne fait. Et du coup, forcément, ça te fait sortir du lot et ça attire l'attention. Et ça te force aussi à réfléchir de manière plus subtile à ce que tu es en train de voir. Parce que du coup, ça me force à réfléchir non seulement, tu vois, je vois une technique, je me dis, bah tiens, cette technique, elle est super intéressante. Mais comment est-ce que moi je m'en sers? Bah là, il faut que je réfléchisse un petit peu à ça. Donc, il faut que j'innove un petit peu, il faut que je réfléchisse à ça. Mais si je trouve un moyen de le faire, tu vois, comme j'ai trouvé le moyen de faire ce gars qui faisait des vidéos de films et de le faire dans le marketing, c'était une innovation cool. Mais si tu te dis, l'idée, moi, je l'ai pas en tête. Mais je l'ai récupéré là, personne d'autre le faisait. Donc, du coup, c'est l'innovation. Les gens étaient contents de voir un truc qui était différent. Ok, donc je récapitule rapidement. Donc, en gros, tes conseils, ce serait d'abord d'apprendre, de voir quels sont les différents concepts qui sont mis en place dans le copywriting. Ensuite, après, d'aller analyser comment est-ce que tes concurrents, mais aussi d'autres industries, d'autres types de business utilisent le copywriting pour vendre. Et ensuite, de le pratiquer pour voilà, voir les résultats carrément dans ton propre business. Ok, donc c'est super intéressant. Tu as mentionné ton livre. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de ton livre? Quel est le concept de ton livre? Pour qui à qui ton livre s'adresse? Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, tout simplement? Yes. Couverture. Mon livre s'appelle Votre empire dans un sac à dos, je vous le montre.
Ça parle de tous ces concepts en fait de psychologie humaine. Donc le sous-titre du bouquin, c'est Décoder la psychologie humaine pour trouver une idée de business, vendre sur internet et gagner votre vie depuis votre ordinateur. Donc l'idée, c'est vraiment ce concept de psychologie humaine. C'est comment est-ce que je me dis, on a tous ces concepts, on a Instagram, on a Facebook, on a les webinaires, on a YouTube, on a le dropshipping, on a la vente de formation en ligne, il y a énormément de trucs qui existent dans le domaine du web marketing. Maintenant, si je vais voir en face, au final, tu as toujours une personne de l'autre côté de l'écran qui va cliquer sur un truc, qui va acheter quelque chose, et comment est-ce que j'influence ces gens de l'autre côté de l'écran et quel est le message fondamentalement que je leur fais passer, quel que soit le canal que tu vas utiliser pour faire passer ce message. Donc moi, je réfléchis à la psychologie humaine. Dans ce livre, je parle des besoins humains fondamentaux, de toutes les manières dont ils s'expriment dans les business qui sont différents, que ce soit dans le domaine du luxe, que ce soit dans le domaine de la formation, que ce soit dans le domaine de l'e-commerce, que ce soit dans le domaine du film, même du cinéma, et de dire ok voilà ces besoins humains. Comment est-ce que par exemple les besoins sociaux, comment est-ce que tu joues sur les besoins sociaux et quelles sont toutes les manières différentes dont différents business vont utiliser les besoins sociaux et comment est-ce que toi tu analyses ça pour te dire tiens moi je vais trouver un créneau, j'ai une nouvelle idée de business, j'ai trouvé comment vendre tel produit de telle manière. Et aussi comment rédiger tes pages de vente. Donc toutes ces idées de copywriting dont on a parlé là, tu vois, c'est aussi des éléments dont je parle dans le bouquin. Et pour moi, c'est vraiment de se dire, tiens, si tu as envie d'apprendre un truc qui va durer, tu vois, un truc qui va pas trop changer, c'est vraiment la psychologie humaine parce qu'en fait, tu regardes la manière dont on réflit aujourd'hui, c'est un truc d'homme préhistorique, quoi, c'est hallucinant. Et les gens pètent un câble beaucoup sur ce qui se passe sur Facebook et tout, mais en fait, tu regardes, ouais, à quoi tu t'attends, quoi. T'as des primates qui n'ont pas forcément évolué depuis une époque où ils étaient genre 40 dans une tribu à chasser des trucs, et d'un coup, tu te retrouves avec Internet, avec des trucs à l'échelle mondiale, et les gens savent plus comment penser. Tu vois, regarde, en ce moment, on enregistre la vidéo, et toute une panique sur le coronavirus, et c'est la fin, etc. Et d'ailleurs, tu viens d'Asie, toi. Donc, ouais, donc écarte-toi. Et du coup, tu vois, tu regardes ce truc-là sur le papier, tu te dis bon, ok, il y a X personnes, et c'est moins que la grippe, c'est pas. Tu vois, sur le papier, c'est pas extrêmement inquiétant, en tout cas à l'échelle actuelle. Ça se trouve au moment où la vidéo va sortir. Des vidéos, fait genre l'air complètement débile, les gens vont fermer la vidéo. Mais a priori, sur le papier, c'est pas ça. Maintenant, tu réfléchis du point de vue des gens, du point de vue de la psychologie humaine. En fait, tu vois, jamais l'être humain n'a compris comment comprendre des statistiques. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a 10 personnes qui sont mortes s'il y a 1 milliard de Chinois? Ça veut dire quoi? On sait pas. On sait juste qu'il y a 10 personnes qui sont mortes et c'est horrible. Et donc, du coup, on n'arrive pas à concevoir ces statistiques. Pourquoi? Parce que l'être humain n'a jamais évolué pour ça. Et tu vois, c'est normal. Donc, du coup, tu comprends, ok, l'être humain n'a jamais vraiment évolué autour de ce truc de si je me fais rejeter par ma tribu, je vais crever. En gros, tu es dans un monde préhistorique, tu te fais rejeter par ta tribu, tu te fais bannir, tu meurs. T'as personne pour te protéger, tu te fais bouffer par un animal, tu peux pas chasser tout seul, t'es mort. Aujourd'hui, tu vas avoir une situation où les hommes, j'étais dans la séduction par exemple, les hommes vont être terrifiés d'aborder une femme. Rationnellement, c'est débile, parce que au pire du pire, ça se passe pas très bien et puis c'est un peu gênant et voilà, et tu la reverras jamais et puis voilà, t'auras loupé ton coup. Au mieux, tu peux tomber sur une rencontre qui est intéressante, mais quelle est cette peur irrationnelle qui va faire que les gens sont totalement paralysés? D'où est-ce que ça vient? Bah ça vient que dans le passé, dans ta tribu, tu pouvais pas tester n'importe quoi et te dire je vais jamais revoir les personnes parce qu'après t'étais mort. Donc ces trucs-là, on n'a jamais évolué au-delà de ces tendances-là. Et donc du coup, si tu vas vraiment comprendre ça et tu vas vraiment creuser là-dedans dans cette psychologie et te dire ok, c'est quoi qui motive fondamentalement les gens au niveau des besoins sociaux, au niveau de la peur, comment est-ce que tu crées la peur, comment est-ce que tu retiens la peur. Et là, tu vas comprendre tout le truc de coronavirus et comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que les médias le font, comment est-ce que le gouvernement, je parle dans le bouquin de qu'est-ce que le gouvernement fait pour le terrorisme. Et ils font des trucs qui sont utiles pour le terrorisme, ils font des trucs qui sont pas forcément utiles, mais qui sont un peu du théâtre, tu vois. Genre quand tu vois des gars qui patrouillent sur le Champs-Élysées avec des fusils d'assaut, est-ce que ça a vraiment une utilité? Ou est-ce que c'est pour te dire, ah ben voilà, je les vois, les gars ils sont là en full combinaison, avec leurs gros trucs, au moins quelqu'un me surveille, tu vois. C'est un truc, c'est beaucoup plus psychologique. Mais c'est comme ça qu'on juge le risque. On juge le risque en disant, je regarde autour de moi, est-ce que j'ai l'impression que c'est dangereux ou pas? C'est une impression, tu vois, c'est un feeling, on ne sait pas en fait si on est en sécurité ou pas. C'est juste un feeling. Tout le truc des avions, et moi je suis pas sûr que le truc de 50 centilitres de liquide ça a une utilité, tu vois. Mais à chaque fois que tu stresses avec ça, j'ai pris trop d'eau, etc., tu penses plus au fait que ça se trouve il y a un terroriste qui va me faire péter parce que tu te dis bah c'est bon, en tout cas les gars ils sont totalement parano, ils m'ont pris mon ciseau à ongles, ils vont laisser rien passer. Tu vois, c'est un truc beaucoup plus psychologique. Et ça tu comprends tout ça, tu dis ok, sur mon produit, si j'ai un produit qui, dans ce cas-là on parle de peur, j'ai un produit qui va essentiellement te soulager une peur, comment est-ce que je fais pour, étape numéro 1, accentuer cette peur. Quand les gens arrivent sur ma page, il faut que la peur elle soit vraiment là. Donc sur le truc de Fabien Licard, c'est la peur du temps qui passe, par exemple, TikTok, tu vois.
comment est-ce que je fais pour accentuer la peur, pour la mettre là et pour ensuite la soulager, pour dire et maintenant vous allez être rassuré, tu vois, c'est deux trucs. Et là il faut que tu joues sur un truc humain qui est fondamental, qui est la peur. Et la peur c'est pas le seul. Dans le bouquin on parle, tu vois, de tous les besoins sociaux, on a évoqué ça avec les coques d'iPhone, avec les fringues, mais tous ces besoins sociaux ils sont super importants. Les besoins aussi de se différencier, les besoins un peu de prouver ton ego et de prouver que t'es meilleur que les autres. Et je parle un petit peu de toutes les tendances que tu peux avoir, aussi tu vois dans la politique de pouvoir être activiste politique où tu sais pas trop si tu changes quelque chose, mais tu es activiste politique pas forcément pour changer quelque chose, mais aussi pour faire partie d'un groupe et pour montrer que tu es. Donc tu vois, c'est aussi une histoire de signalement et c'est peut-être plus important de montrer que tu fais partie de ce mouvement plutôt vraiment que d'essayer de changer les choses, mais c'est aussi tu vois, le besoin qu'ont les gens. Et tu peux y penser d'un point de vue cynique en disant ouais les gens font pas les bonnes choses etc. Ou tu peux te dire ok je vais essayer de comprendre pourquoi ils le font. Parce qu'en fait il y a une logique derrière. Il y a une logique pour laquelle les gens font les trucs. Il y a une logique pour laquelle les gens achètent des produits de luxe par exemple. Beaucoup de gens se disent bah le luxe c'est débile, tu pourrais acheter un truc moins cher. Oui mais tu comprends pourquoi les gens achètent. Tu comprends le besoin qui est derrière. Si le besoin qui est derrière ce produit de luxe c'est d'appartenir à un certain groupe par exemple, ou c'est de révéler un certain truc sur qui tu es, ou c'est de montrer un certain truc, signaler un certain truc. Ben voilà, c'est à ça qu'il sert le produit. Le produit, il sert pas, le sac à main de Louis Vuitton, il sert pas à porter des trucs. Oui, tu aurais pu le porter dans un sac d'ado Decathlon, tu vois ce que je veux dire. Mais si tu comprends pas le truc qui est derrière. Donc c'est pour ça que moi j'essaye de comprendre vraiment les motivations ultra profondes des gens et me dire ok, on va l'appliquer dans plein de domaines, on va comprendre comment ça se transmet. Moi j'aime bien prendre des exemples de plein de domaines différents. Si tu vois ma chaîne, voilà, tu le vois, on a parlé de Fortnite, on a parlé de PNL, on parle de Thibaut InShape, on parle du Loup de Wall Street, tu vois, je prends tous ces exemples-là parce que je me dis, si un exemple je l'ai vu une fois, un concept je l'ai vu une fois, je vais pas forcément m'en souvenir, mais si je l'ai vu dans 4 domaines totalement différents, là c'est bon, j'ai compris comment ça marche. Tu vois, j'ai un peu triangulé le truc. Donc c'est ça qu'on fait dans le livre, et voilà, c'est un bouquin sur la psychologie humaine, moi c'est mon kiff, tu vois, quand je t'en parle, je peux en parler pendant des heures. Ok, donc super intéressant, je l'ai pas encore lu, je vais le lire. J'invite tout le monde qui suit la chaîne, qui est intéressé au niveau du marketing, etc., qui est intéressé par ce qu'on a abordé aujourd'hui, d'aller, il y aura le lien dans la description de la vidéo, d'aller acheter le livre, acheter le livre sur Amazon. Aussi, je leur conseille fortement d'aller te suivre, parce que, comme je te dis, voilà, je t'interviewe aujourd'hui, mais tu es aussi la seule personne sauf erreur que j'ai mis en avant dans ma formation. Je sais pas si tu as vu qu'il y a du trafic qui venait de ma formation. Non. Donc j'ai parlé de copywriting, de marketing, et voilà, j'ai dit, ok, allez regarder cette chaîne. Parce que ta chaîne YouTube, c'est vraiment une mine d'or, et on comprend, tu vas vraiment profondément dans les sujets que tu abordes, et ça permet d'avoir un deuxième niveau de compréhension qu'on n'a pas forcément. Moi, la plupart du marketing que je le fais de manière intuitive, parce que voilà, j'ai testé plein de trucs, je suis tout le temps en train de penser au business, je vois ce qui marche pas, je connais super bien mon marché, mais j'ai pas toute la réflexion que toi tu vas avoir quand tu fais une vidéo. Donc on arrive plus ou moins au même résultat, mais j'ai pas le cheminement que tu as, et je pense que pour quelqu'un qui est débutant, qui se lance, de pouvoir voir vraiment en profondeur, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, comment est-ce qu'on met en avant une offre, comment est-ce qu'on écrit quelque chose qui va convaincre quelqu'un, et ben ça peut vraiment aider à apprendre beaucoup plus vite et à s'améliorer dans ce domaine-là. Pour finir, dernière question, si tu pouvais revenir en arrière au moment où tu t'es lancé dans le business, donc voilà, t'imagines t'es Stan, ok, tu lances ton premier business et que tu pouvais te donner 1 ou 2 conseils, qu'est-ce que tu te donnerais? Je dirais que le principal conseil, ça serait numéro 1, te compare pas trop aux autres, et le deuxième qui est lié, c'est fais pas des trucs pour impressionner les gens. Moi j'ai commencé et pendant un moment tu vois je faisais des trucs dans la séduction et je voyais des gens qui faisaient des business, je sais pas, de conseils marketing, des agences, je me dis putain la séduction c'est cool et tout mais j'ai l'impression de faire un truc qui est vachement plus petit ou tu vois un peu plus marrant mais tu vois pas aussi sérieux. J'avais envie d'être un peu, moi à l'époque tu vois j'avais 22 ans et j'arrive dans ces conférences avec des gars, il y a des gars qui font des millions qui sont là. Tu vois, il y avait un gars que j'avais rencontré qui était un gars qui avait fait des dizaines de millions dans la bourse et je lui parle de mon site, je suis trop fier, vas-y je fais un site de séduction, et le gars il me fait voilà ça va pas te rendre millionnaire ce truc, tu vois un peu genre il avait rien à foutre il a, voilà et ça m'avait, tu vois, et du coup ça m'a mis un peu ce complexe de me dire tiens ok vas-y faut que je fasse des trucs pour prouver aux gens que je suis vachement fort et du coup je me suis lancé dans plein de projets où fondamentalement j'aurais peut-être pas dû les faire juste pour me dire voilà, les gens vont me prendre au sérieux et je vais être respecté et tout. Alors qu'au final aujourd'hui tu vois je me dis je fais mon truc, les gens me suivent sur YouTube, ils sont contents, voilà je suis content pour les gens qui m'ont mais je suis pas en train de me dire j'ai besoin d'être respecté par les gens, tu vois, les gens me respectent ou pas, c'est pas extrêmement important, mais à l'époque c'était vraiment un truc que j'avais, et du coup je me comparais beaucoup aux autres, de me dire qui fait combien de chiffres, et moi je fais combien, et pourquoi il a fait que ça, et pourquoi est-ce qu'il arrive plus vite que moi, et autres. Ça c'était pas forcément utile parce que t'en apprends pas grand chose. Quand j'ai commencé sur YouTube, tous les jours je checkais les chiffres, genre Olivier Roland, Antoine BM,
Et je regardais en gros si je gagnais ou je perdais sur tous les youtubeurs qui étaient plus gros, je regardais si je gagnais ou je perdais. Ah tiens, j'ai gagné 300 abonnés, lui il en a gagné 240, c'est bon, je grignote là. Je le grignote, les Olivier Roland, tu vois, je vais le chercher. Mais vraiment, sérieusement, tous les jours je le faisais. Et ça servait à rien. C'est pas comme ça que je trouvais des idées de vidéos, que je trouvais des bonnes idées de contenu. J'aurais mieux fait de me dire, bah écoute, voilà, c'est quoi ma prochaine vidéo, je vais regarder mes propres chiffres, trouver ce qui marche et puis trouver là-dessus, ça c'est utile. Mais me comparer aux autres et puis essayer d'impressionner les autres, ça m'a pas apporté grand-chose. Ça me donnait une forme de motivation de le faire et ça m'a fait faire des projets qui n'étaient pas ultra pertinents. Tu vois, c'était pas la bonne raison de le faire parce que en gros, tu fais des projets pour impressionner les gens, mais tu fais ce que tu penses qui va être cool pour les gens et pas ce que tu penses qui a du sens par rapport à toi. Donc par exemple, j'ai fait, vraiment, je me suis lancé à fond dans tout le côté consulting, agence marketing et tout. Parce que je me dis, c'est cool, je vais avoir une grosse équipe, les gens vont respecter. Les gens respectent le côté, je suis un patron d'agence et tout. Tu vois, c'est un truc où tu pèses un petit peu, t'as le truc. Mais t'es patron d'agence, tu passes tes journées au téléphone. T'es en rendez-vous, tu fais ça, c'est tout ça ton boulot. Moi, ça m'intéressait pas. Du coup, je me suis lancé dans un business où je me suis aperçu au bout de 6 mois, pourquoi je fais ça? Genre, ce que je fais au quotidien ne me plaît pas du tout. Et plus mon agence grossit, plus je délègue mes tâches, plus la tâche qui me reste, c'est d'être au téléphone avec les gens. Et moi, je fais les tâches de marketing qui, moi, m'intéressent. Pourquoi est-ce que j'ai fait ce business? Pourquoi est-ce que je me suis lancé là-dedans? Parce que je pensais que ça allait être cool et que j'allais avoir une grosse équipe et que ça allait impressionner les gens. C'était complètement idiot. Alors que maintenant, tu vois, je me suis lancé sur YouTube. Même aujourd'hui, quand les gens me rencontrent et je leur fais vas-y, je suis sur YouTube, il y a plein de gens qui ils trouvent ça un peu marrant. Tu vois, t'es sur YouTube, tu fais des vidéos, ah, c'est mignon, tu vois, ils se rendent pas compte que derrière, t'as un business ou autre. Et moi, je m'en fous maintenant, tu vois, je suis en mode vas-y, super, tu vois, et même j'en joue un petit peu, je fais des vidéos d'humour sur YouTube, je me fous de leur gueule, tu vois. Surtout les anglophones qui peuvent pas voir mes chaînes, tu vois. Ouais, je fais des blagues, voilà, je fais ça, et je m'en fous à la limite. Qu'est-ce que j'en ai à faire que cette personne que j'ai rencontrée, tu vois, pense que je suis un peu un guignol qui fait des vidéos et qui fait rien de sa vie, et voilà, qui est un loser, tu vois. Moi, comme j'étais à l'étranger pendant longtemps, tout le monde pensait que j'étais en voyage complet. Et au départ, j'étais, mais non, tu comptes pas, je suis en train de bosser, il y a plein d'entrepreneurs, j'apprends des trucs. Maintenant, je fais, vas-y, ouais, super, je suis en Thaïlande, je suis à la plage toute la journée. Je suis plus en train d'essayer d'essayer de renvoyer cette image. Et je pense que j'ai perdu plein d'énergie à essayer de le faire. Et j'aurais pu arriver plutôt à me dire, bah écoute, je vais juste trouver ce qui marche pour moi et le faire. Et puis, on verra, tu vois, les gens pensent qu'ils vont tenir, je vais pas changer la vie des gens sur qui je suis. Ok, donc plutôt de chercher sa motivation, enfin en interne. De se battre avec soi-même, d'être compétitif avec soi-même et pas par rapport aux autres. Ok, je pense que c'est un super mot de la fin. Merci d'avoir regardé cette interview en entier. Comme je l'ai dit avant, allez acheter le livre, allez suivre la chaîne de Marketing Mania. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. C'était Yomi. Allez, ciao!